Vous êtes bien sur la chaîne So Many Beats. Et tout de suite, c'est So Many Boxes. Ça y est, on y est, la première de So Many Boxes. On a un plateau, on a des caméras, on vous avoue, on a plein d'envies. On a plein d'idées. On Ouais. va essayer de les réaliser. Bon, on va faire de notre mieux. Déjà pour cette première émission, on va vous parler de jeux qu'on a aimés. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on va avoir un invité Alexis Allard qui nous présentera Tanuki Market. qui a un petit jeu avec des fruits bien sympathiques. Oui, vous verrez. Mais pour commencer, je voulais vous parler de la sortie du prochain Wolfgang Warsch, les tavernes de la vallée profonde. Pour les deux du fond qui ne suivent pas, Warsch, c'est l'homme qui avait 3 nominations au Spiel la même année avec The Mind, très futé, et Les Charlatans de Belcastel qui a gagné le Kennerspiel. Alors, les tavernes, eh bien, le jeu est assez réussi sur plusieurs points. Avant tout, comme à son habitude, sur le rythme. 8 tours de jeu qui sont autant de jours pour développer sa taverne. Chaque jour est rythmé par différentes phases, pour la plupart jouées simultanément. Et je pense que c'est cette simultanéité que l'on trouvait déjà dans Les Charlatans de Belcastel qui le rend vraiment agréable. Donc les tours s'enchaînent et on sortirait presque un peu frustré, mais c'est bien la frustration. Enfin, ça dépend pourquoi. Alors, que fait-on pendant son tour? Eh bien, on commence par étaler une à une les cartes de son paquet. Tant que les clients n'ont pas rempli toutes nos tables disponibles ce tour-ci, on peut continuer d'en piocher. Et dans ce paquet que l'on va construire au long de la partie, on a donc affaire à un deck building. On trouvera bien sûr des clients assez pauvres au départ, des tables supplémentaires, mais aussi du personnel, des livreurs de bière, des serveuses ou des plongeurs qui vont nous permettre d'avoir plus de dés ou alors de les modifier. Parce que le cœur du jeu, c'est avant tout du placement de dés. Ces dés, on les récupère en fait lors d'une phase de draft que je trouve un peu anecdotique, mais qui participe au thème puisqu'on se les sert littéralement sur de petits plateaux. Donc c'est trop mignon, c'est dingue. C'est cool. Voilà. Et avec ces dés, on va pouvoir chacun à leur tour, à chaque son tour cette fois, s'accorder les faveurs du monastère du coin, servir nos clients ou brasser de la bière. La bière permet de faire venir de nouveaux clients sur le dessus de notre paquet personnel, donc disponible dès la prochaine manche, avec en ligne de mire les nobles qui rapportent 10 points de victoire. Oui, parce que quasiment tous les points de victoire du jeu sont sur les cartes que l'on ajoutera au deck. D'accord. Quant à l'argent, il nous permet d'embaucher de nouveaux employés disponibles dès la prochaine manche et d'améliorer notre taverne. Ces améliorations sont d'ailleurs assez agréables à manipuler puisqu'on va retourner les petites plaques qui constituent notre puzzle taverne. Donc c'est assez bien fait. Finalement, le jour se lève, on défausse toutes les cartes sorties et on recommence. Alors, au bout de 8 journées de beuverie intense, on compte les points des clients et employés accumulés dans notre paquet et on a notre taverne gagnante. Et surtout les nobles qui me font 10 points, je vous rappelle. Un jeu donc très fluide avec différentes mécaniques connues qui s'imbriquent les unes aux autres d'une manière assez agréable. Je pense que le plaisir du jeu vient principalement du thème très présent dans nos actions et l'excellent matériel qu'on se plaît à manipuler aussi. Personnellement, c'est ce qui m'a vraiment fait de l'œil quand je l'ai découvert. Voilà. Je suis fan de cette petite taverne qui se crée sous nos yeux. On a notamment un petit client qui vient se caler, s'accouder au comptoir et c'est du plus bel effet, comme on dit. Voilà, moi, j'adore. Bon, alors c'est bien beau toutes ces allégories, mais est-ce que c'est un bon jeu finalement? Alors c'est compliqué. Ce que je viens de vous décrire n'est que le premier module de jeu. Pour les joueurs confirmés, il me paraît important d'intégrer 3 des 4 modules. Les saltimbanques qui viennent booster nos soirées et donc nos actions à condition qu'on les arrose de schnapps. La piste de réputation, un autre moyen de se faire remarquer de la noblesse du village. Et enfin le livre d'or que chaque nouveau client signe apportant de nouveaux bonus et de nouveaux nobles. Sans ces 3-là, je pense que l'on ressort un peu frustré de la première partie, même si l'on prend clairement du plaisir à voir évoluer cette taverne. Et en même temps, le fait qu'il soit découpé en modules, en degrés de difficulté, le rend accessible au plus grand nombre. En tout cas, on a envie d'y revenir, de trouver le parfait équilibre dans le deck que l'on construit. Et j'y rejouerai avec plaisir, mais avec tous les modules cette fois. Bon, c'est encore un nouveau prétexte pour aller à la taverne, quoi. Exactement. Bon, il est là, hein, le jeu. Ouais. Die Tavernen im Tiefental. Bon, moi, je vous propose de prendre de la hauteur, même beaucoup de hauteur, puisque je vais vous parler de Zombicide Invader, la nouvelle épopée de cette série de petits jeux au succès très limité. La preuve, ce dernier n'a rapporté que 3 350 000 $ sur Kickstarter. C'est que dalle. Zombicide, c'est avant tout un jeu où on dézingue du zombie tout en essayant de rester zen. Vous incarnez des survivants avec des habilités différentes et vous devez réussir des missions en vous déplaçant à travers les zones. Après 3 variations sur le même thème, dans notre époque contemporaine et dans l'heroic fantasy, Zombicide Invader nous propulse sur une planète colonisée par les terriens. Mais ce havre de la nouvelle humanité va se transformer très vite en zoo galactique.
Une race extraterrestre belliqueuse, appelée les Xenos, va débarquer et mettre le dawa dans la ZUP spatiale. Ce nouvel opus garde les mêmes mécaniques que son modèle, à savoir des tours découpés en 3 phases, celui des joueurs, celui des aliens et enfin la pioche des cartes de spawn que l'on retourne d'une main tremblante en priant que la prochaine vague d'invasion de ces grands méchants bien zarbes ne soit pas celle de trop. Zombicide Invader se vit comme un Aliens de James Cameron ou un Starship Troopers de Paul Verhoeven, à la différence près que nos héros ne sont jamais à 0 de munitions. Il faut donc chercher de l'équipement, avancer ou au moins tenir le terrain. Il faut à tout prix résister aux F de panique qui pourraient vous emparer à la vue des hordes de Gloomouth qui foncent sur vous et pourraient vous dézipper le ventre en un coup de griffe. C'est haletant, rythmé et sauvage. On regrette quand même, et c'est un survivant qui vous parle, que les équipements disponibles pour résister ne soient pas un zeste plus varié. Pour le matériel, comme à son habitude, l'éditeur Cool Mini Ornot fait du zèle et garnit notre plateau d'une multitude de zozos en plastique dans la plus pure tradition des jeux Ameritrash. Zombicide Invader arrive cet automne dans toutes vos boutiques et ça va zégner. Et ça va d'autant plus zégner que Zombicide, le premier jeu, ressort de seconde édition. Et qu'on va pouvoir se faire plaisir. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient amélioré dans les autres jeux, dans Black Plague, dans Invaders, et l'ont mis dans le premier, tout simplement. Et bientôt. Le Invader sort ce troisième trimestre 2019, sauf si vous avez fait le Kickstarter. Là, vous l'avez déjà, comme c'est mon cas. Mais sinon, il va juste falloir être un peu pour dire patient. qu'il l'a déjà et qu'il a fait le Kickstarter. J'ai pas pris le all-in, j'ai juste pris la boîte. J'ai été raisonnable. Bon. Pour finir, je vais vous parler de mon jeu de l'été, Camille. C'est pas du tout nouveau, ça. Et non, cette petite boîte qui m'accompagne partout est déjà sortie depuis quelques mois. Et Camille, c'est avant tout le pari d'une jeune maison d'édition, Okaluda. Après le succès plutôt honorable de leur Kickstarter pour le jeu de deck building, Samsara, ils se sont lancés dans l'édition de leur premier jeu sur le circuit traditionnel. Et ils ont eu le nez fin. C'est à Parthenay que Pauline Berdal, l'illustratrice du jeu, leur a présenté cette version du Gotai Shogi, un jeu de cartes dérivé du traditionnel shogi japonais. Pauline et ses amis de Heart & Beer y jouaient depuis des années dans leur coin et se sont finalement décidés de tenter l'aventure de l'édition. Et ils sont bien tombés puisqu'un an plus tard, Okaluda sort le jeu finalisé. Bravo. Alors, ce qui frappe clairement quand on découvre le jeu, ce sont donc les illustrations de Pauline. Elles sont vraiment belles. Enfin, je pense qu'elles participent beaucoup au plaisir de jeu, de même que le format tarot des cartes. Alors, pour vous expliquer un peu, c'est un jeu qui se joue avant tout en équipe 2 contre 2. Le but est de poser les 8 cartes de sa main devant soi, la dernière carte posée donnant le nombre de points gagnés par l'équipe pour la manche. Mais les cartes qui rapportent le plus de points sont aussi celles qui vous permettront de prendre la main et surtout de la garder. Et tout le dilemme est là, réussir à garder la main en s'assurant le plus de points à la fin de la manche. Mais niveau mécanique, ça marche comment alors ? Alors, pour commencer, il n'y a que 8 cartes différentes dans le paquet présentes en 4 ou même 10 exemplaires. Sinon, le principe est simple, même s'il déstabilise un peu au départ, les cartes se posent toujours par 2. Le joueur qui débute la manche pose une carte en défense, face cachée au premier tour, et juste en dessous, une carte attaque. Maintenant, pour prendre la main, mes adversaires ou mon coéquipier pourront à leur tour poser la même carte en défense. Une tour contre une tour, un dragon d'argent contre un dragon d'argent. Puis attaquer en posant une nouvelle carte juste en dessous. Maintenant, si personne n'a pu ou n'a voulu défendre contre ma carte, donc si personne n'a pris la main, je peux, quand revient mon tour, poser une carte face cachée en défense et attaquer de plus belle avec une nouvelle carte en essayant de garder la main, bien sûr. Voilà, alors le premier qui réussit à poser 4 duos de cartes défense-attaque permet à son équipe de scorer la dernière carte posée. On joue plusieurs manches et la première équipe à 15 points gagne la partie. Alors bien sûr, il y a des nuances, puisque par exemple, une des cartes du jeu, l'impératrice, est une sorte d'atout qui permet de défendre, donc de prendre la main, contre toutes les autres cartes. Enfin, sauf contre la lance ou les soldats. Et des soldats, il y en a 10 autour de la table. Donc elle n'est pas si puissante que ça. Enfin, il y a aussi une astuce pour doubler son score de fin de manche, mais je vous laisse le découvrir par vous-même. C'est un jeu de gestion de main en fait. Alors sur le papier, oui, c'est un simple jeu de gestion de main. Mais jouer à Camille, c'est retrouver le plaisir d'un jeu de pli qui n'en est pas un. Il existe une variante à 2 joueurs, certes plutôt efficace, mais c'est avant tout en équipe, à 2 contre 2, que l'on retrouve l'ambiance des jeux traditionnels comme le tarot ou la belote contrée, que j'adore. On compte les cartes, on tente de deviner les mains de ses adversaires et surtout de son équipier. On tape sur la table pour appeler les cartes, enfin moi j'arrête pas de faire ça. On s'observe, on charrie, on se tape dans la main, on se crie dessus. Enfin vous m'avez compris, la table est pleine de vie et moi j'adore. Bon, enfin des dragons, moi j'en ai beaucoup plus. Ah, Battle de Dragons, c'est parti.
La planète Donjons et Dragons est particulièrement active en 2019, après un recueil d'aventures marines intitulé Ghost of Saltmarsh et avant la sortie d'un sourcebook sur le monde d'Eberron, prévu au mois de novembre. Le plus grand jeu de rôle du monde, comme le proclame son propre éditeur Wizard of the Coast, va vous emmener en enfer. Mais les choses ne sont pas aussi simples dans l'univers de Donjons et Dragons, puisque ce n'est pas moins de 9 enfers qui nourrissent les abysses cauchemardesques du jeu. Pour l'instant, il faudra se contenter du premier étage, soit Avernus, monde dans lequel des boules de feu volcaniques bombardent des paysages de cendres. Sympa. Alors comment vous, aventuriers, avez-vous pu arriver dans cette galère infernale? Pas savoir. Eh bien, tout commence dans la ville de Baldur's Gate, une cité mythique dans la mythologie du jeu où la corruption, la violence et l'injustice de classe sont érigées comme modèles. C'est dans cet enfer bien terrestre celui-là que vous débutez votre campagne et celle-ci s'amorce lorsqu'une colonne de réfugiés arrive à Baldur's Gate après que leur cité a disparu corps et biens dans les entrailles de la terre. Et bien sûr, vous ne pourrez vous empêcher de vouloir démanteler ce mystère. Un mystère qui vous conduira dans l'Avernus, le premier enfer de Donjons et Dragons. C'est donc des démons et des diables que vous devrez affronter, mais les auteurs insistent sur le fait que le combat ne sera pas que physique, mais également psychologique, puisque le mal est avant tout un grand manipulateur. Attendez-vous donc à des dilemmes moraux et à un questionnement sur la conscience de votre personnage. L'aspect jeu de rôle de l'aventure risque donc d'être plus marqué que dans les campagnes précédentes. Mais dans l'Avernus, il y a aussi du fluff. On n'est pas tous les jours en enfer et la campagne en profite pour exploiter ce monde pas comme les autres. Ainsi, par exemple, vous pourrez récolter des âmes damnées qui vous serviront de monnaie ainsi que de carburant pour conduire des machines roulantes terrifiantes. Et pour les naïfs qui penseraient que l'enfer est un endroit trop cool, les auteurs insistent pour décrire la vie quotidienne de ces lieux fétides, nourriture infecte, traîtres perfides ou encore l'impossibilité de se reposer complètement. Les problèmes ne vont pas manquer pour motiver les joueurs à revoir la lumière du jour. A noter que Descent to Avernus n'est pas pour le moment disponible en français. Pour les plus motivés, il faudra donc se rendre dans une boutique habituée aux imports ou acheter en ligne. Et si vous vous intéressez à Donjons et Dragons, ou moins, si vous ne connaissez pas bien Donjons et Dragons, je vous conseille vivement l'article sur le point.fr qui explique comment ce jeu de rôle mythique des années 80 et qui était tombé un peu dans l'oubli est en train de revenir comme l'un des jeux stars du monde ludique. Et que tu me le fais découvrir d'ailleurs, parce que j'ai très peu joué. Et c'est super, et on pourra aller en enfer alors bientôt. Ouais. J'adore, moi j'aime bien l'enfer. Tu verras, ça c'est pas si cool que ça en fait. Bon, on passe à la suite. On est de retour sur So Many Boxes avec notre invité du jour, Alexis. Bonjour. Bonjour. Alexis Allard, l'auteur de Tanuki Market, dont on a fait une vidéo de partie. Si vous pouvez cliquer dessus pour voir comment se déroule une partie exactement de Tanuki Market. Ça sera il y aura le lien dans la description de la vidéo. Bien sûr. Voilà. Et en attendant, Alexis, tu vas nous dire tout de la conception de ce jeu. Okay. J'ai une première question. Ce surnom, psychopathe, psychorigide, ludique, PPL, d'où ça vient? Excellent. Je m'y attendais pas à celle-là. Ça vient d'un pote, Benoît Turpin. C'est un très bon pote qui est auteur de jeux lui aussi. Il a notamment créé Welcome, qui marche très très bien. Je connais pas. Et en fait, on est de Toulouse tous les deux, donc on se voit assez régulièrement, on travaille ensemble sur des prototypes, on teste ensemble, etc. Et puis en fait, comme il m'a invité à travailler sur un mode solo pour son jeu Welcome, au fur et à mesure où on travaille ensemble, etc., il trouve que j'ai tendance à être très pointilleux sur tous les petits détails, etc. Donc, une qualité. Donc ouais, lui, en fait, c'est un compliment, en fait. Donc, et je le prends comme ça au début. Il me dit, bon, je suppose que je le prends comme un compliment, quoi. Ouais. Est-ce que tu es du genre à attendre 3 heures avant de jouer ton tour? On est là pour parler de toi. Après, on parlera du jeu. J'ai l'impression que vous avez fait des recherches. Je suis réputé à être un petit peu lent quand je joue. Voilà. Dis-nous tout. Ma copine, elle me reproche, elle me dit bon, quand c'est le tour d'Alexis, je peux aller faire la lessive, le café,
Je peux aller au supermarché, acheter un truc et revenir. En tout cas, ça ne s'est pas remarqué sur Tanuki Market que c'est un jeu quand même assez rapide. Ben, en fait, là, tu peux pas aller lentement. En fait, hein. C'est dynamique, tout le monde joue en même temps. Donc, en même temps, si tu vas trop lentement, ça permet de ne pas voir que je suis. Tu te fais avoir. Tu es obligé de te lancer là. Ouais. Si tu veux ramasser le bon deck qui t'intéresse. Faut y aller. Et d'ailleurs, je suis assez surpris finalement que c'est ton second jeu édité. Mhm. Je dis pas de bêtises. Oui. Non. Small Island, donc le premier jeu qui a été édité chez Mushroom, était un jeu plus joueur, j'allais dire. Ça veut rien dire, mais en tout cas avec plus de règles, beaucoup plus de réflexion. Ici, on a un jeu familial avec des choix, un stop ou encore. Tu nous en parleras après. Mais voilà, qu'est-ce qui fait quand même passer quelque chose? Tu avais beaucoup travaillé. Quand on s'est rencontrés, la première fois que je t'ai rencontré, tu avais ton tableur, tu avais toutes les cartes, tu analysais tout et je trouvais ça assez génial. Tu notais tout ce qu'on avait joué pendant la partie pour Small Island sur le proto. Et là, j'imagine que l'équilibrage est pareil, mais on est dans un jeu plus d'ambiance en fait. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer un jeu de collection de cartes. En fait, j'ai beaucoup regardé ce qui existait, etc. J'ai fait plein de recherches. Je me suis dit, en fait, il en existe plein. Je vois pas ce que je peux apporter de nouveau. En plus, un jour, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Freak Shop. Moi, je suis fan de Rick Marek. Et là, je me suis dit, celui-là, il est vraiment parfait. Je suis très fan. Je me suis dit, je peux pas faire de jeu de collection de cartes. J'ai rien à y apporter, quoi. Puis après, un jour, j'ai eu un déclic, une idée, et je me suis dit, tiens, là, je peux amener peut-être quelque chose de différent, où au lieu de jouer chacun son tour, tout le monde joue en même temps, et voilà. Et c'est arrivé comme ça. Après, en fait, j'ai pas de catégorie de jeu préférée, si tu veux. Mon prochain, ça va être un jeu encore plus simple et encore plus rapide, encore plus party game. Qui s'appelle Sleep. Parce que dans le jeu, il y a des slips. Voilà. On va voir. Je suis vraiment curieux du coup. Chez Aurora. Voilà, c'est un jeu qui sortira au printemps prochain, donc avril-mai. Voilà. En tout cas, on veut l'avoir pour l'été parce que je pense que ça sera vraiment sympa pour les joueurs pour jouer l'été, en vacances et tout ça, chez Aurora Games. Voilà, ouais. Et alors pourquoi les Tanuki? Est-ce que c'est ton côté fan d'animé japonais ou... Alors, les Tanuki, en fait, c'est mon éditeur, Antoine Davroux, avec qui j'ai travaillé, qui m'a proposé l'idée des Tanuki. Moi, au tout départ, ma première idée, c'était je vais mettre des fruits. C'est la première idée qui m'est venue. Et puis, ça passait bien parce que c'est coloré, c'est chouette, tout ça. Et j'avais le thème, en fait, c'était sur les AMAP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les AMAP, ça va être une organisation bénévole qui va permettre à un agriculteur de vendre sa production directement au consommateur. Tout à fait, ouais. Donc en fait, au lieu du chapardeur, c'était le bénévole qui va distribuer les fruits dans des paniers pour les gens qui viennent chercher leur panier chaque semaine, etc. Seulement la MAP, c'est un sigle d'abord, ça ne parle pas à tout le monde, tout ça. C'est un peu austère. Donc je me suis dit comment je peux appeler le jeu, parce que le thème ça collait bien. Et j'ai découvert que ce sont les Japonais qui ont inventé ce principe dans les années 70. Comme je suis très fan de Japon, je suis allé plusieurs fois, culture japonaise, tout ça. Je me suis dit, nickel, je vais faire ça. Et en plus, eux, ils appellent ça Teikei. Alors pour le coup, Teikei, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça sonne bien et c'est quand même plus sympa que AMAP en fait. Alors, est-ce que c'est ça qui est marqué au dos de la carte, par exemple? Non, c'est pas ça qui est écrit. Il doit y avoir écrit quelque chose du genre l'épicerie de mamie. D'accord. Non, parce que ah oui, montre. Quand on tourne la carte, c'est toi là. Alexis. On le voit bien là. C'est un peu flou, mais voilà, c'est bien là. Donc Alexis Allard s'est mis sur toutes les cartes de son jeu, il faut le savoir. Hein. Donc un gros ego quand même. Vous retournez la carte, ça se transforme en Alexis Allard. C'est quand même formidable. Voilà, bon, c'était une anecdote. Hop. Mais alors en fait, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est uniquement que le jeu a été parti en production. J'ai un pote qui m'a fait remarquer, mais regarde, tu retournes la carte et c'est toi. Et je dis, ah ouais. Et en fait, je sais pas, il faudrait demander à l'illustrateur ou quoi, mais j'avais jamais pensé à avant. C'est une private joke de l'illustrateur. J'avais pas du tout fait gaffe, mais du coup, c'est un gag et c'est drôle, quoi. Et l'illustrateur, donc c'est Nayad. Nayad, ouais. Comment c'était de travailler avec lui? Comment s'est passé le travail en fait avec Superlude finalement? Je ne sais pas si on a cité Superlude. Ben voilà, alors pour reprendre en fait, moi, Antoine de chez Superlude, je lui montre le jeu, il veut le faire, tout ça.
Il m'a dit, bon, la map, c'est quand même peut-être pas super top comme thème, tout ça, on va changer, mais je lui ai dit, je veux quand même un thème japonais avec des fruits. Et il m'a proposé les tanuki. Et on a tout de suite accroché là-dessus, on est parti là-dessus. Ensuite, Nayad a accepté de le faire. J'ai eu la chance de le rencontrer, de faire une partie avec lui. Parce qu'en fait, c'est un joueur et il aime vraiment beaucoup jouer à des jeux familiaux. Et d'ailleurs, Nayad m'a fait des retours sur le jeu qui m'ont incité à modifier des petites choses pour que ça passe mieux et tout ça. On a discuté avec Antoine aussi, tout ça. Et puis ensuite, ça s'est passé à distance. C'est-à-dire que Nayad a commencé à faire des propositions graphiques, tout ça. Et puis avec Antoine, on répondait, on n'aime pas, un peu plus comme ci, comme ça. Donc c'était génial parce que j'ai pu faire tous les retours que je voulais sur le jeu. Et après, des fois, sur certains détails, on a pu discuter et voilà, et prendre toutes les décisions ensemble sur ce qu'on voulait pour le jeu et tout. Donc ouais, c'est super bien déroulé. Alors, question super importante, le choix des fruits. Parce que des fruits, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, Pourquoi cela? Sur un jeu comme ça, c'est compliqué parce que là, c'est une des choses sur lesquelles on a discuté assez longuement en fait. Par exemple, on était assez vite d'accord sur les bananes et les pastèques, tu vois. Bon, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Les ananas aussi, ça c'était plutôt sympa. Mais après, la figue. Après, à un moment donné, on voulait des citrons. Parce qu'après, en fait, si tu veux, on a essayé de prendre des fruits, sélectionner des fruits de tailles différentes et de couleurs différentes. Oui, tu vois que ça se démarque bien pour l'ergonomie du jeu. C'est pas juste une illustration, il faut que l'illustration, ça aide à jouer aussi. Il faut qu'il y ait du sens derrière. Ouais, c'est ça. Donc les fraises rouges, les figues violettes, les pastèques vertes, etc. Et par exemple, à un moment donné, on voulait des citrons. Et quand Nayad nous a envoyé l'illustration, on s'est dit, c'est... Enfin, je sais pas, certains fruits, c'était super réussi, et les citrons, c'était un peu moins bien, c'était en dessous des autres. Donc, tu penses que Nayad ne sait pas faire des citrons? C'est ça que tu es en train de dire? C'est important. Peut-être que voilà, il fait plein de belles choses. Alors, je pense que ces citrons sont géniaux, et je ferai jamais aussi bien des citrons que Nayad. Tes citrons, Nayad, on l'appelle Nayad dans la vie? Quand tu... En fait, on l'appelle Xavier, mais son pseudo c'est Nayad. Xavier, tes citrons. Voilà, c'est-à-dire que juste les autres, ils étaient tellement géniaux et les citrons, c'était un peu en dessous. Donc tu te dis, on a envie d'avoir des chouettes fruits pour avoir envie de les choper et tout ça. Donc si les citrons sont un petit peu moins bien que les autres, tu te dis, ça donne moins envie et tout ça. Donc on a remplacé par des bananes et finalement, ça passait bien. Et si je peux revenir sur la mécanique, puisqu'on a parlé de ton envie de faire un jeu de collection, mais au final, ce que tu as rajouté, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est ce stop ou encore participatif, si on peut le dire comme ça. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, si tu veux, sur d'autres jeux de collection de cartes, tu vas retrouver un petit peu ce principe stop ou encore. Par exemple, l'un des plus connus, c'est Coloretto, qui est vraiment excellent. Mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus dynamique, si tu veux. Dans Coloretto, tu as aussi des tas de cartes, mais tu joues chacun ton tour. Tandis que là, tu poses les cartes, il y a un joueur qui pose les cartes au fur et à mesure, et tous les autres, ils sont tu es vachement concentré et attentif à ce qui se passe au fur et à mesure où l'état se remplisse et se forme, parce que tu peux prendre un paquet à n'importe quel moment. Tandis que sur d'autres jeux, tu attends ton tour et puis tu décides, soit tu ajoutes une carte, soit tu prends le paquet. Tandis que là, tout le monde joue en même temps, donc il n'y a pas de temps mort. En fait, quand on met 20 minutes sur la boîte, c'est 20 minutes pour tout le monde en fait. Il faut savoir qu'il faut être extrêmement attentif sur le jeu des autres. Parce que autant il faut prendre des fruits pour soi, mais des fois il faut peut-être prendre des fruits pour pas faire gagner l'autre. Ouais, c'est ça. Si je vois que tes bananes, elles te rapportent 5 points chacune et qu'il y a un tas de cartes avec plein de bananes, tu te dis peut-être il ne faut pas que je lui laisse les bananes. Même si ce n'est pas évident à lire pendant la partie. Donc faut surveiller un petit peu. Quand on est 4, c'est difficile de surveiller tout le monde. Après, le jeu il va être peut-être un peu moins d'ambiance quand tu joues à 2. Mais tu es plus en mode duel et là vraiment tu peux surveiller ce que fait l'adversaire. Attends, il a accumulé tel bonus, donc celui-là, il ne faut pas que je lui laisse, tout ça. Donc là, tu es plus en mode duel, c'est plus rapide. D'accord. Est-ce qu'il y a des extensions de prévues? Et peut-être qu'il y a une extension qui existe déjà, qui est déjà dans la boîte? Je suis bien au courant. Mais elle est déjà dans la boîte. Elle est déjà dans la boîte. Elle devrait. Ouais, voilà, on avait envie de... En fait, il y avait le plus gros travail à la fin, ça a été de savoir qu'est-ce qu'on met dans la boîte en fait. Parce que on peut avoir plein d'idées différentes et se dire tiens, on pourrait faire une variante comme ci, une variante comme ça, et encore une variante avec tel truc. Et donc le gros travail, ça a été de décider
on ne va pas trop en mettre, il faut mettre vraiment ce qui va rendre vraiment, le jeu vraiment chouette. Donc dans la boîte, il y a un petit paquet de cartes avec, dans le jeu, il y a des chariots normaux que tu joues avec, un jeu de base. Et puis après, tu vas avoir des chariots avec des effets supplémentaires qui vont pimenter tes parties, qui vont renouveler tes parties, parce que d'une partie à l'autre, tu ne vas jamais jouer avec les mêmes chariots. Voilà. Et donc, il y avait plusieurs options. Et celle-ci était vraiment la meilleure, c'est celle qui a amené le plus de changements et de renouvellement dans la partie. Voilà. Et donc, on fait des choix, des petits sacrifices. Parce que j'aime pas trop les jeux qui vont te proposer 36 variantes et du coup tu sais plus c'est quoi le jeu vraiment en fait. C'est vrai. Tu as l'impression d'un jeu en On kit. est noyé, Voilà, je pense qu'il faut faire une proposition. Voilà. Ouais. Mais on pourrait imaginer aussi d'autres fruits exotiques. Il est très intéressé. Extension fruits secs. Pour l'instant, il n'y a pas d'extension en préparation. On verra s'il y a une demande. Et puis, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Après, pour l'instant, je pense que le jeu, il se suffit à lui-même. Ouais. Bon, il est très sympa comme ça. S'il y a l'opportunité de faire une extension, on va essayer de la faire. Mais de toute façon, on ne fera pas une extension si ça apportera vraiment pas quelque chose de vraiment super au jeu, quoi. Voilà. Que ce soit une extension, ok, mais il faut qu'elle soit géniale. Voilà. Bon, déjà, il faut que le jeu sorte et il sort ce mois-ci. Ouais, dans 2 semaines, donc le 20 autour fin septembre. Voilà, autour du 20 septembre 2019. Voilà. Et l'avenir, donc Small Island, il tourne encore, il est distribué aux États-Unis. Alors, Small Island arrive, là, il est en train d'être distribué en Italie. Là, il y a des joueurs qui commencent à y jouer et tout ça. Il y a pas mal de vidéos, ça fait plaisir. Okay. Le jeu commence à arriver aussi au Canada en particulier. Et je sais qu'il y a quelques boîtes qui vont en Angleterre aussi. D'accord. Voilà, sachant que le jeu est déjà aussi dans plusieurs pays d'Asie et aussi en Allemagne. Okay. Voilà. Donc ça fait son petit chemin, ça continue à faire son petit chemin, et voilà, ça fait bien plaisir. Tu nous as parlé de Sleep aussi, et c'est quoi les projets secrets? Sur quoi tu travailles? Quand tu es chez toi et qu'il y a du temps, à quoi tu penses? Ouais, mais je bosse sur des choses qui sont pas très loin d'être abouties encore, donc c'est des idées. Je sais pas ce que ça va donner, tu sais, je sais pas à l'avance ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis à des stades. Et plutôt quel type de jeu? Sur quoi tu as des envies? J'imagine que ça part d'une envie. Ce que je peux dire quand même, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, Benoît Turpin qui dit que je suis un psychopathe, psychorigide quand je travaille sur les jeux. Ça va rester. Sympa les amis. Donc il va y avoir une suite à Welcome qui va sortir en janvier. Okay. Donc ça va être un tout nouveau Welcome basé sur le même système de jeu, mais où tu vas faire plein de choses différentes et nouvelles par rapport au premier. Ça s'appelle Welcome to New Las Vegas. Et sort à SN alors il va être en présentation en démo à SN, et en fait la sortie boutique en France en tout cas, ce sera entre janvier et février. Et donc il sera à Cannes, quoi. Et tu t'es occupé des modes solo. Et voilà, et donc Benoît m'a invité à créer le mode solo pour ce nouveau Welcome, comme je l'ai déjà fait sur le premier Welcome, où on peut la voir sur une extension qui est sortie pour Welcome. Et j'essaye de faire en fait, j'appelle ça le mode solo Alexis. En fait, ça a commencé quand j'ai travaillé avec mon éditeur Nicolas Baudard de Mushroom Games sur Small Island. On avait l'envie tous les deux de mettre un mode solo sur Small Island. Et au départ, je ne savais pas très bien comment le faire. Je me suis dit, bon, si le mode solo n'est pas top, si ce n'est pas réussi, ce n'est pas la peine, quoi. Donc on en a pas mal discuté, il a apporté pas mal d'idées et tout ça. Et on a créé un mode solo qui, je pense, amène quelque chose déjà, parce que sur des jeux familiaux, il n'y en a pas tant que ça. Et donc après j'essaye de décliner un peu la formule sur d'autres jeux. Donc il y a ce mode solo Alexis aussi. Alors bon, ça c'est une blague parce que Nicolas, mon éditeur de Mushroom sur Small Island, dans la règle, on ne savait pas comment appeler l'adversaire virtuel. Tu joues contre un adversaire virtuel, on ne savait pas quel nom lui donner. Et puis à un moment donné, on a un document partagé sur la règle. Et puis je le vois en direct écrire, il efface tous les mots et il met Alexis à la place. Ah oui, il dit, vous allez jouer contre l'auteur, Alexis. Bah ouais, c'est parfait. C'est plus sympa. Et moi j'étais là, mais oui, bon. Un petit plaisir. Ok, ça fait un peu bizarre, bon, quelque part ça fait plaisir, mais j'aurais jamais osé mettre, bon voilà, je sais pas. Mais ça m'a fait rire et je trouvais ça sympa. Et après, du coup, je me suis dit, je vais décliner ça, essayer de décliner la formule sur le mode solo Alexis. Donc dans Tanuki Market, il y a de nouveau le mode solo Alexis. En fait, la formule c'est
un adversaire virtuel qui joue contre toi, avec des niveaux de difficulté croissants et surtout avec des personnalités différentes. C'est-à-dire D'accord. qu'à chaque fois, il va falloir que tu t'adaptes et que tu joues différemment pour arriver à battre l'adversaire virtuel. D'accord. Donc on avait fait ça sur Small Island. Je le refais sur Tanuki Market. Je l'ai fait aussi sur le mode solo qui est sorti en extension pour Welcome. Et ça va être encore cette formule pour le nouveau Welcome qui sort là en janvier-février. D'accord. Donc tu vas le faire breveter, quoi. Je me suis fait un Non, Alexis non. sur. Après Non, Thomas, Alexis. Ouais, ce serait un peu l'idée, mais bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va prendre, mais j'aimerais bien que les joueurs... Bon, pour l'instant, j'ai plutôt des bons retours sur ce mode solo, de la communauté des joueurs solo, donc ça fait super plaisir. Et donc, si ça pouvait devenir une sorte de gage de qualité où ils se disent « Ah, mode solo Alexis, c'est quand même un truc où ça va être pas mal, où tu ne vas pas être jouer et juste faire le meilleur score possible, et tu t'ennuies assez vite parce que bon, tu joues juste contre toi-même et c'est pas... Tu t'ennuies assez vite au bout de 2-3 parties, quoi. En tout cas, merci beaucoup Alexis d'être passé à So Many Boxes pour nous présenter Tanuki Market. Le jeu, donc, on l'a dit, sort 3e semaine de septembre. A priori. Voilà, a priori. Et nous, on se retrouve C'est la fin. très vite. Bah oui, c'est la fin. C'est la fin de cette première émission So Many Boxes sur la chaîne So Many Beats. Si vous avez aimé, pouce bleu. Vous pouvez vous abonner pour suivre la suite des aventures de la chaîne. Et puis nous, on se retrouve très vite. Hein. À bientôt. Ciao. Merci. Salut.